avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Chers amis des grandes interviews, bonsoir. Vous savez, des fois on se pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas en Afrique. Pourquoi c'est notre Afrique qui est toujours au niveau de l'actualité dans le monde entier, je dirais dans la bouche de tout le monde pour parler un peu terre à terre dans toutes les conversations. Il se passe un cas aujourd'hui en Afrique, je crois qu'il faut porter à la connaissance de tous, dont il faut en parler. C'est le cas du Mali. Il se passe aujourd'hui des événements au Mali qui touchent particulièrement tout Africain et beaucoup plus de manière générale tout le monde entier. C'est dans ce sens que je reçois deux messieurs dans notre studio. Ils sont venus nous rendre visite. Nous allons discuter du Mali ce soir. Nous avons monsieur Moussa Diakité, je dirais son excellence. Monsieur Moussa Diakité, qui est député à l'Assemblée nationale du Mali. Il a été élu à Bougouni. Et aussi monsieur Bourema Niambele, qui est coordinateur de African Advisory Council au niveau du Borough President Office, ici à New York. Nous allons discuter, tous les deux ressortissants du Mali, nous allons discuter de la situation du Mali. Excellence, bonsoir. Ah, bonsoir. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est seulement ce matin qu'on vous a contacté. Oui. Et par rapport à l'actualité brûlante, vous n'avez pas hésité à nous rendre visite. Merci. Au nom de la direction d'Ivoire TV. Bien, merci. Voilà, Monsieur Niambele, vous êtes avec nous ici. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. C'est seulement ce matin qu'on vous a contacté. Voilà. Excellence, est-ce que vous pouvez dire un peu qu'est-ce qui se passe au Mali aujourd'hui? Mais ce qui se passe aujourd'hui au Mali est inquiétant, est très inquiétant. Parce que nous-mêmes, Maliens, résidant au Mali, vivant au Mali, on n'a rien compris. D'abord, tout a commencé par une soi-disant rébellion. Au fait, il n'y a pas de rébellion au Mali. Il n'y a pas de rébellion au Mali parce que une rébellion, prenons au sens étymologique du mot, signifie qu'une partie du peuple s'élève avec une revendication claire, mais pas une revendication territoriale. Et là, dans la constitution malienne, et la constitution du 25 février 1992, que même les putschistes se reconnaissent aujourd'hui, il y a les droits de revendication catégorisés pour chaque peuple, chaque communauté ou chaque religion. Mais au fait, prendre les armes contre les Maliens, que les Maliens prennent les armes contre les Maliens, ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas prévu dans notre constitution. Si vous voulez bien, si le temps nous permet, on va faire la genèse de cette situation. Mais bien sûr, nous allons y arriver. La première question que je voudrais vous poser, c'est que je demanderai à mon collaborateur qui manipule la caméra de faire un gros plan sur vous. Voilà, vous avez été, je dirais, excusez-moi du terme, vous avez été battu par ces militaires putschistes. Voilà. Et comment est-ce que vous en êtes arrivé là et comment est-ce que vous êtes sorti du Mali aujourd'hui? Bon, c'est tellement clair parce que quand les putschistes ils ont fait le coup d'État, ils ont suspendu la Constitution et dissoudre toutes les institutions. Or, dans leur prérogative constitutionnelle, ils n'ont pas le droit de dissoudre la voix du peuple. C'est-à-dire que les institutions, c'est l'émanation du peuple. Ce n'est pas un seul homme avec une arme qui peut se mettre devant un micro en disant j'ai dissous la Constitution et les structures de la nation. Donc, l'Assemblée nationale s'est vue défendre de rentrer les députés à l'Assemblée nationale. On s'est déporté à la bourse du travail, qui est aussi un domaine internationalement protégé. Lors de notre plénière, nous avons vu que des jeunes militaires déguisés en tenue civile sont venus au caillou jusqu'à pénétrer dans l'enceinte de la bourse du travail et faire des blessés très graves.
dont j'en faisais partie. Ben, Dieu faisant bien les choses, les enfants sont là. Ils m'ont demandé à venir vraiment me contrôler parce qu'en restant au Mali, ils peuvent même intégrer le service sanitaire pour faire du mal. C'est pourquoi je me suis retrouvé ici. 72 heures après, eh bien, ça veut dire que la situation au Mali est encore très inquiétante, très préoccupante. Très préoccupante. Alors, je pense que ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils, on sait par exemple qu'ils reprochent au président Toumani de n'avoir pas assuré la protection du territoire malien, de ne leur avoir pas fourni assez d'armes pour se protéger contre, je dirais, ce mouvement Touareg qui vient du Nord, infiltré aujourd'hui par toutes sortes de terrorisme et tout ça. Bon, alors, vous qui êtes député, ça c'est ce que les journaux disent. Vous, en tant que membre du Parlement malien, est-ce qu'il y a d'autres, je dirais, d'autres excuses? Est-ce qu'il y a d'autres motifs qu'ils ont avancés dont la presse ne parle pas aujourd'hui? Quel qu'en soit Alpha, le coup d'État fait reculer un pays. Le coup d'État n'est pas reconnu dans la constitution malienne. Le coup d'État, ce n'est pas une voie pour s'exprimer au Mali. Donc, le coup d'État, sur toute sa forme, est condamnable au Mali. Premier élément. Le second élément, c'est que quand on prend cette rébellion, ça nous est tombé du ciel. Parce que quand la crise libyenne a commencé, on a tenu des réunions à l'interne pour dire faites attention. Le Niger et le Mali, l'Algérie et la Mauritanie. Et il doit avoir les effets collatéraux sur nos pays, dans la mesure où la bande sahélo-saharienne est presque sans frontières. C'est une frontière imaginaire. Ceci étant, nous ont appris des sources dignes de foi par les premiers rebelles que nous avons accueillis, qu'on les a promis de lâcher Kadhafi et au profil d'un État dans le désert. Donc vous voulez parler du Mali? On parle du Mali, pas le Mali seulement, parce que quand vous voyez aujourd'hui, même sur France 24, la dite carte de l'Azawad, la carte imaginaire de l'Azawad, parce que ceux qui les tracent, ils ne connaissent pas l'histoire du Mali, ils ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Si c'est le cas aujourd'hui, le Mali se doit à réclamer ses frontières avec la France et le pays colonisateur. Parce que à la création de l'OIA en 1962, qu'est-ce qui a été dit pour définir les frontières? C'est les frontières héritées de la colonisation. L'Azawad, en tant que tel, les jeunes qui le réclament aujourd'hui, ils ne connaissent pas ce que c'est que l'Azawad. L'Azawad est une portion de terre entre le fleuve Niger et le désert. Ces gens qui se lèvent aujourd'hui, ils ne représentent qu'au moins 8,32% de la population du Mali. Minoritaire. Ces gens qui se lèvent aujourd'hui, ils ont trouvé qu'il y avait des empires qui étaient là. Ça veut dire quoi? Les Peuls, les Songoi et les Dougonon. Les Dougons. Donc, et en tant que minorité, je ne sais pas quelle revendication territoriale ils peuvent faire aujourd'hui sur laquelle territoire du Mali. Excellence, quand vous parlez de l'Azawad, par exemple, est-ce que vous allez définir un peu ce qu'est l'Azawad? Est-ce que c'est un peu cette portion de terre au Mali qui regroupe Tombouctou, Gao et Gadil? C'est ceux-là, c'est ces trois villes-là qui voudraient revendiquer comme étant un pays? Pas du tout. Ils ne connaissent pas. Ceux qui le revendiquent aujourd'hui ne connaissent même pas. C'est un canton. L'Azawad était un canton qui était dans l'empire des Askia. Quand vous voyez le Mali actuel, la République du Mali actuelle, il y a eu des grands empires. Il y a l'empire du Mandé, de Sunita Keïta, l'empire du Ghana, l'empire Songui et l'empire des Askia. À l'intérieur de ces empires, il y avait les cantons. Ce découpage a été défini par ce qu'on appelle chez nous la première loi fondamentale, presque dans le monde, le Kourkanfwa, où il y a eu la première constitution plus vieille que celle de l'Angleterre.
Donc vous voyez un pays, ces jeunes, ils sont là. Ce n'est pas la revendication. La vraie motivation, aujourd'hui, c'est quoi? C'est deux choses. Le Mali a fait une découverte très intéressante sur le bloc 20 et le bloc numéro 7 des Taoudéni, où il y a du pétrole. Le Mali, au jour d'aujourd'hui, a réalisé pas mal de choses au nord. Le nord ne les appartient pas. Ça appartient au Mali. La France est là en tant que puissance dominatrice, a montré toutes les dimensions de la République du Mali actuelle. Il ne peut pas y avoir une revendication à l'intérieur, à l'intérieur quand même du Mali. La souveraineté du Mali, c'est ce que je veux dire. Excellent, je serai à vous tout à l'heure, monsieur Nambélé. Le président, je dirais le président, je ne sais pas si vous avez dit légitime ou illégitime, le capitaine Amadou Sanogo a dit vouloir rétablir l'ordre constitutionnel. Mais je crois qu'il a donné de la main gauche, il a aussitôt repris de la main droite. Il dit on veut rétablir l'ordre constitutionnel, mais attendez, nous sommes là encore, nous sommes incontournables. Il faut qu'il y ait certainement qu'on s'entende tous, qu'on parle. Vous avez manifesté hier à l'ONU. Est-ce que vous pensez que votre voix a été véritablement entendue de sorte à pouvoir rétablir aujourd'hui les choses au Mali? Je voudrais d'abord dire merci à Ivoire TV et à tous nos auditeurs. Je voudrais aussi remercier notre député qui est là, qui a donné beaucoup d'informations dont beaucoup de gens ne savaient pas. Donc je voudrais vraiment le remercier pour faire. Nous, notre rôle en tant que Malien de l'extérieur est simple. Amadou, le samedi, a fait une déclaration pour dire que hier, on a accepté le retour de l'ordre constitutionnel. Donc tous les Maliens de l'extérieur, y compris les Maliens de l'intérieur, parce qu'on a des familles, on parle avec eux chaque jour, et tout le monde était content. Tout le monde s'est dit, bon, ok, bouf, ça va, tout va dans l'ordre, et puis voilà, donc maintenant on va voir la communauté internationale venir nous aider pour essayer d'établir l'ordre au niveau du Nord. Et le dimanche après, boum, on est venu, et puis on a une déclaration encore pour dire que bon, nous voulons rétablir l'ordre constitutionnel, mais nous, on va faire une transition, on va organiser le forum national, on va faire ceci, on va faire une élection, et donc nous ne participons pas, par exemple, je parle de Amadou et son groupe. Vous savez, je pense qu'avant que les gens même viennent, ça c'est pour vous dire exactement quel sorte d'homme il est, ce monsieur. Parce que, le député a déjà dit tout de suite que la constitution malienne condamne le coup d'État dans toutes ses formes. Et que, en aucune manière, il était normal de faire le coup d'État au Mali parce qu'aucune portion du pouvoir ne doit être prise par les armes. Je crois que ça a été défini clairement. Ça veut dire que la constitution du Mali a condamné et que c'est un crime contre la nation. Il a commis ça. Maintenant, après la communauté internationale est venue essayer de négocier avec eux. Quand ils ont voulu envoyer les présidents à Bamako, vous le savez très bien, Alassane avait 4 présidents qui ont pris l'avion pour venir. Ils ne les ont même pas laissés rentrer à Bamako. Ils étaient obligés de faire demi-tour. Sans pourtant savoir s'ils avaient même de l'essence dans les avions qui pourraient les permettre de retourner à Abidjan. Parce que quand quelqu'un vient chez toi, même si tu n'es pas d'accord, il faut le recevoir. Ça, c'est la tradition africaine. Mais ils ont refusé ça. Après, ils ont trouvé des excuses. Après, ils ont envoyé des délégations à Ouagadougou, auxquelles Brooke Blaise et le Premier ministre et le ministre Boukambé est venu au Mali. Ils ont fait des négociations. Il est venu, il a déclaré que l'ordre constitutionnel va être rétabli et qu'il était d'accord avec la CEDEAO. Il a donné toutes les raisons et que maintenant le Mali devait se tourner vers le nord. Monsieur Niambélé, est-ce que c'est pas parce que là, par exemple, je dirais le pouvoir, il n'y a pas aujourd'hui un véritable interlocuteur pour discuter avec la communauté internationale, dans la mesure où le pouvoir en place, comme vous-même vous le disiez tout à l'heure, c'est un pouvoir illégitime. Et puis aujourd'hui, est-ce qu'on peut véritablement parler d'un État malien? Parce que pour qu'il y ait État, il faut qu'il y ait 3 conditions. Les 3 conditions doivent être remplies. Il faut qu'il y ait un territoire, il faut qu'il y ait un peuple, il faut qu'il y ait un pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a pas de pouvoir au Mali.
Non, 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 il y a un pouvoir. Il y a le pouvoir législatif qui est là parce que justement, j'en reviens. Non, non, je viens sur. Voilà, parce que le problème qui se pose, il y a une confusion autour de ce problème. Non, il y a une confusion. Quand il a dissous et il a rétabli selon la volonté quand même de la CEDEAO, et c'est pour vous dire que le président de la junte est très mal conseillé. Parce que vous savez que dans la vie, il y a des prostituées politiques qui sont là autour de lui, qui pensent que pour arriver à bon port, c'est le court chemin, le plus court chemin. Et que le plus court chemin passe par lui. Ce n'est que ça. Parce qu'il ne peut pas reconnaître la constitution du pays. Il ne peut pas remettre les institutions en place et de se maintenir. Parce que lui n'est pas reconnu par cette constitution. Bon, voilà un peu l'ambiguïté quand même de sa déclaration. Je voudrais ajouter quand même à Oui, allez-y. Oui, allez-y. Ce que je voudrais dire que... je suis très heureux d'avoir monsieur le député qui nous apporte la nouvelle toute fraîche du Mali par rapport à ce qu'on lit ou bien par rapport à ce qu'on entend sur toutes les radios ou les télévisions du monde. Allez-y, monsieur Niambé. Je voudrais revenir quand vous avez dit qu'un État, oui, c'est que vous avez dit, un État c'est le territoire, c'est le peuple, c'est le gouvernement. Et je pense que le gouvernement du Mali n'est pas dissous. Parce que la loi constitutionnelle, la loi du Mali et la loi constitutionnelle n'est pas dissoute. Comme le député venait de dire, personne, aucun Malien n'a le pouvoir de dissoudre le pouvoir du peuple. Il y a une situation de fait ici, monsieur. Mais dans cette situation, il y a une situation je de pense fait. que cette situation maintenant, il faut d'abord savoir... Parce qu'il y a un pouvoir aujourd'hui illégitime qui dirige le Mali. Effectivement. Donc de ce fait-là, on ne peut pas dire qu'il y a un pouvoir constitutionnel. Il y a un pouvoir constitutionnel. Le pouvoir illégal ne peut pas... Pourquoi on dit le pouvoir illégal? Parce que elle n'est pas constitutionnelle, elle n'est pas dans la Constitution. Ça veut dire que le pouvoir est illégal, comme vous le dites. Dès que le pouvoir est illégal, elle ne peut pas remplacer le pouvoir légal. Le pouvoir légal, peut-être, est empêché par les forces aujourd'hui de ce pouvoir illégal qui ne permet pas aujourd'hui pour ce pouvoir légal de fonctionner. Et c'est la raison pour laquelle nous, Maliens ou Africains de la CEDEAO, nous nous battons aujourd'hui pour dire non, nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas accepter qu'un pouvoir illégal interdit le pouvoir légal par le mélange des armes. Et c'est pourquoi nous nous battons. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Et c'est pourquoi la CEDEAO, aujourd'hui, a pris des décisions qui permettent de dire non, il faut respecter la loi, il faut respecter la Constitution. Donc ça veut dire que le pouvoir du Mali, même les ministres qui sont en prison aujourd'hui, sont toujours les ministres du Mali. Le député qui est ici, qui a été battu en faisant son travail, il est le député du Mali. Il faisait le travail du Mali. Et ces gens l'ont bloqué, mais il ne peut pas faire le travail que lui fait. Donc c'est pour vous dire que vraiment, je pense que tout le monde reconnaît que le Mali est un pays qui a un gouvernement, mais il y a une force illégale qui empêche ce gouvernement de travailler. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour que ce pouvoir illégal laisse la place au pouvoir légal de faire son travail? Je vais vous surprendre avec ceci. Vous savez, il y a souvent des gens, par exemple, quand ce monsieur venait à la télévision pour dire j'accepte le retour constitutionnel, je pense qu'il devait avoir des avocats qui devaient l'expliquer d'abord le terme ordre constitutionnel avant qu'il vienne faire la déclaration. Parce que maintenant, il a commis maintenant 3 crimes devant moi. D'abord, le coup d'État était un crime. Le Mali se trouvait dans une situation de rébellion auquel il a fait le truc qu'il disait, c'est parce qu'il voulait aller pour finir avec cette rébellion. La rébellion maintenant a pris même tous les territoires qu'il voulait. Il n'a pas pu faire quelque chose. Ça, c'est un crime encore contre notre nation. 3. Il est venu donner l'espoir au peuple et à la communauté internationale. Dire le samedi qu'il accepte le retour de la Constitution. Et le dimanche, il est venu assouplir tout le monde. 3 crimes. Tous ces 3 crimes sont passibles de peine de mort. Donc, ce que moi je voudrais dire, je voudrais dire aux gens qui sont avec Amadou, et Amadou lui-même, parce que je pense que c'est un Malien. Il y a des mauvais Maliens, mais je pense qu'il est Malien, parce qu'on peut être mauvais, mais on est Malien. Donc je voudrais lui dire, et ceux qui sont à côté de lui, de dire qu'aujourd'hui, le temps est suffisamment grave pour eux de chercher à savoir leurs intérêts personnels, parce qu'ils sont venus, ils ont dit qu'ils voulaient sauver le Mali. Maintenant que le Mali se trouve maintenant
au bord du catastrophe. Parce que maintenant, on a la rébellion au nord qui est en train d'imposer la charia, qui est en train d'imposer des trucs à la population, terroriser les populations qui n'ont rien à faire. Et aujourd'hui, à Bamako, aujourd'hui, le Mali tout entier est bloqué par une sanction juste à cause de lui, pour qu'il respecte la loi. Si vraiment il aime ce Mali-là, parce qu'il est venu faire le coup d'État quand même, il déclare chaque jour j'aime le Mali, j'aime le Mali. Qu'il cesse vraiment, qu'il montre l'amour de ce Mali-là. Maintenant, en lui seul, en se retirant, ou en retirant son groupe pour permettre le Mali vraiment de fonctionner. Je pense que ça, c'est ce que nous nous demandons. À côté de ça, c'est que le deuxième message que nous voulons dire. Moi, j'ai une autre lecture. Je voudrais dire, écoutez, Monsieur Nambélé, si vous permettez, j'ai une question. Vous avez posé le doigt sur un point qui est très important. C'est en fait la question que je voulais poser à son Excellence ici, Monsieur le député. Monsieur le député, aujourd'hui il se trouve au Mali une situation d'ambroglio. Je ne sais pas, Monsieur Niambélé l'a dit tout à l'heure. Nous avons d'un côté les islamistes. Voilà, de par leur chef Liad Al-Ghali, qui est supporté par le chef Al-Qaïda, voilà, qui voudrait imposer la charia et au Mali. Nous avons sur une autre pente, nous avons les Touaregs qui veulent aussi, qui revendiquent un État laïque. Et nous avons au sud du Mali les putschistes, les militaires qui, comme le disait M. Niambélé tout à l'heure, vous l'avez soutenu, qui certainement ont mal dormi et ont pris le pouvoir. Comment pensez-vous aujourd'hui que le Mali peut sortir, je dirais, de ce labyrinthe dans lequel nous, quand je dis nous, je parle de nous Africains, voilà, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas Malien, il n'y a pas Ivoirien, il n'y a pas Ghanéen. Voilà. Comment est-ce que le Mali aujourd'hui peut sortir de cet imbroglio? Ben, écoute, je commence par le premier point, qui est le point quand même de la sardine. La sardine, c'est quoi? C'est Al-Qaïda, c'est Boko Haram. C'est inquiétant d'entendre Al-Qaïda. C'est très inquiétant. Et quand il y a trois chefs algériens... C'est même bon d'entendre Al-Qaïda que Boko Haram. Parce que ce qui s'est passé à Galop, la communauté internationale ne devrait pas laisser couler cette affaire. Dès lors, il devait arrêter. Parce que ça relève des crimes contre l'humanité. Égorger des soldats désarmés. Vous dites la communauté internationale. Qu'est-ce que faisait le président Toumani Touré en ce moment? Est-ce qu'il avait véritablement les moyens de sa politique? Vous savez, le président Amadou Toumani Touré, je ne voulais pas en parler de ce personnage ici. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup coincé le dos au mur. Quand vous faites une analyse géopolitique du Mali, entre le Mali et la France, c'est que, dans un premier temps, la France n'a pas pu pardonner du moins le président Amadou Touré pour ne pas le connaître ou ne pas aller dans le même sens qu'elle dans l'affaire de la Libye. Deuxième élément, le président Amadou Touré n'a jamais voulu signer la lettre sur l'immigration avec la France. Donc, quelque part, on voit un peu une main sous la table de l'Occident. C'est une main de l'Occident. Parce que le problème qui s'est posé, c'est que le Mali n'a aucune frontière avec la Libye. Comment est-ce que ceux-ci ont pu traverser des frontières, aller se trouver avec tout cet armada? Parce qu'ils sont superbement armés. Non, ça c'est la presse occidentale qui le dit. Ce que nous voyons dans les images, c'est la presse occidentale qui a fait la campagne pour eux. Ça, il faut le reconnaître. Et je vous dis que c'est une récréation qui est là. Quand le peuple va se ressaisir, il va les bouter en dehors du Mali. Est-ce que le peuple a les moyens aujourd'hui de faire sa politique? Le peuple aura le moyen. Parce qu'on a été pris au dépourvu, on a été paniqué. Avant que les esprits se retrouvent, et moi je sais, Al-Qaïda, ce n'est pas une rébellion, je vous dis que ce sont les terroristes. Quand les Songoï de Gao, les Songoï et les Peuls de Tombouctou vont se retrouver, je vous avoue qu'ils vont bouter ces gens-là en dehors. Ce n'est pas la qualité des armes, c'est la volonté de l'homme sur le terrain. C'est la volonté de l'homme sur le terrain.
Excellent, je vous prends au mot. Oui. Avec votre permission et tout le respect que je vous dois. Merci. Nous allons faire une pause et nous reviendrons tout à l'heure. Très bien. Parce que je crois que le sujet devient de plus en plus brûlant, M. Niambélé. Oui, Nous allons faire une pause, voilà, et puis nous allons discuter tout à l'heure. Très bien, voilà, merci. on fait une pause et on revient à vous tout à l'heure. Merci bien. Entre les rebelles Touaregs du Mali et le réseau Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est en tout cas la crainte aujourd'hui de la France devant la tournure que prend la crise malienne. Selon le chef de la diplomatie française, Alain Juppé, certains rebelles pourraient se contenter du contrôle sur les territoires du nord malien. D'autres, par contre, avec le réseau Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou AQMI, pourraient envisager de s'emparer de l'ensemble du territoire malien pour en faire une république islamiste avec comme constitution la charia. Autre préoccupation, le groupe Ansardine qui contrôle la ville de Tombouctou est étroitement lié à AQMI. Déjà, Ansardine détruit les hôtels et boîtes de nuit qu'il juge contraires à l'islam. Des femmes sont même contraintes de porter le voile. Alain Juppé appelle donc à une mobilisation régionale et des Nations Unies contre ce qu'il appelle le péril islamiste. L'instant est grave et les jours prochains ne sont pas non plus reluisants, car l'objectif du réseau Al-Qaïda au Maghreb islamique est clair. Déstabiliser les régimes en place par le terrorisme en s'appuyant sur de nombreux trafics, notamment celui de drogue, déclare Alain Juppé. La rébellion affirme pour l'instant qu'elle a atteint ses objectifs en libérant l'Azawad. Cependant, l'on ignore si les Touaregs vont se diriger ou pas vers le sud. La situation sur le terrain est confuse, notamment dans la région de Mopti. Elle pourrait évoluer à tout moment. Le chef de la diplomatie française, Alain Juppé, est ferme. La France ne va pas déployer des troupes au Mali, mais elle est prête à apporter un soutien logistique à la CEDEAO. Vous l'avez découvert ici. Chers amis, voilà, merci. J'ai permis à mes invités de pouvoir prendre une gorgée d'eau. Et le téléphone est ouvert. Je crois que j'ai avec moi un monsieur qui voudrait intervenir. Il va se présenter et puis bien sûr il va nous dire voilà quelle est sa participation, son intervention sur l'émission de ce soir et surtout sur le cas qui nous concerne tous, concerne tous les Africains. Je ne vais pas me dire les Maliens, tous les Africains, le cas du Mali. Bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, comment allez-vous? Ouais, ça va très bien, monsieur, ça va bien, ça va bien. Ok. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis je suis tenté de dire pourquoi est-ce que vous nous appelez? Écoutez, mon nom c'est Monsieur Polo et l'une des raisons pour laquelle j'appelle en ce qui concerne la situation, sinon je dirais que la crise aujourd'hui au Mali qui touche une crise préoccupante pour nous. Voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle j'appelle ce soir et vous savez que le Mali fait frontière avec la Côte d'Ivoire, donc j'estime que je me sens concerné par ce problème. Frères maliens aussi, qui traversent un moment très difficile. Allez-y, juste allez-y, votre intervention. Je crois qu'il faut dire que j'ai fait mes recherches, j'ai étudié le dossier de la crise au Mali. Il faut dire que le président était irresponsable de ses actes parce que je ne peux pas admettre à voir un général au cadre victoire qui était président de surcroît et qui a vécu ce problème. Et vous aussi, vous avez bien vu que le capitaine Sanogo qui disait comme cela qu'ils en ont profité de la situation pour faire le coup d'État. Il a parlé des infrastructures, de l'administration, du système éducatif et même plus des gens, ces armes qu'il a perdu. Et je pense que les mécanismes et les rouillages au sein de l'État quand il était au pouvoir étaient vraiment ébranlés, endeuillés, étaient dans un trou. Et ça fait deux situations que nous avions devant nos yeux. La rébellion au nord du Mali, ce que j'appelle, en fait, ce sont les conditions personnelles que j'appelle les indépendantistes islamiques Touareg aujourd'hui qui révoltent leur indépendance, leur autonomie, leur autorité. Et vous avez aujourd'hui la situation sociopolitique sur le plan du Mali, dont le coup qui a eu lieu le 22 mars. Donc je crois que le président ATT devait être en mesure d'armer ses jeunes militaires, n'est-ce pas, pour apporter le peuple, les frères Touareg de l'autre côté du nord du Mali. Ils sont quittés avec les armes de la Libye, qui sont venus, ils sont rentrés au Niger, à Tibi, ça on les a fait désarmer par le Niger, ils sont rentrés, ils sont arrivés en Mauritanie. Est-ce que quelle est la question spécifique que vous avez pour son excellence ce soir, monsieur le député? Donc, moi, j'ai la question que je lui pose, pourquoi est-ce que ATT
n'avait pas vraiment armé son armée et lui donner, disons, les moyens nécessaires pour aller combattre avec la rébellion. Et ma deuxième question, pourquoi a-t-il négligé le dossier? Parce que le problème a commencé depuis le 14 janvier 2011. Voici mes deux questions. Voilà, merci bien, monsieur. Merci de votre intervention. On va laisser la parole au député. Monsieur le député, voici un peu la question de notre auditeur. Oui. Voilà. Et quels sont les éléments de réponse que vous pouvez lui apporter? Merci, M. Tolo. Je le remercie de ces questions. Elles sont toutes pertinentes. Mais à savoir le problème du Nord, quand il parle d'armement pour les militaires pour aller combattre, peut-être qu'il y a ce point. Mais je vais vous dire une chose. Eh bien, actuellement, dans notre pays, qui est le Mali aujourd'hui, il faut aller plus loin que cette pensée. L'armée malienne, au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 15 ans aujourd'hui, que l'armée est devenue un fourre-tout. Ça veut dire quoi? Soit vous êtes fils d'un officier supérieur pour être recruté, soit de la base au sommet, je veux dire par là, recrutement en tant que recrue, ou bien à l'école des enfants des troupes, ou bien à l'IMIA. Il faut être sous le couvert d'un général, d'un colonel-major, d'un colonel ou d'un commandant type d'État. Un. De deux, c'est la formation des jeunes. De trois, nous avons vu que nos cas militaires sont en pleine ville actuellement, dont il n'y a aucun secret militaire. La vie militaire, c'est presque dans la vie civile actuellement. Tous ces facteurs réunis ne font pas un bon soldat sur le terrain. Moi qui vous parle, j'ai été soldat. Et j'ai fait quand même les deux conflits avec le Burkina. Donc, notre formation, il y a 35 ans, ce n'est pas la formation que les jeunes reçoivent aujourd'hui dans les centres d'instruction militaire. Moi, je pense que c'est l'accent qui doit être mis sur ce point. Sinon, l'arme, c'est la presse occidentale, comme je viens de le dire. Ils sont là à faire des fausses publicités pour ces gens qui ont amené des armes sophistiquées. Vous voyez toujours dans les images, vous avez vu une arme sophistiquée? Non. Et mieux pour celui qui connaît le métier des armes. Toute arme utilisée, même pour une journée de combat, a besoin de pièces de rechange ou d'entretien. Vous pensez que s'ils ont volé ces armes-là de la Libye, ils ont amené les pièces de rechange? Ou ils savent faire l'entretien, ceux qui sont utilisateurs aujourd'hui? Non. Le Mali est objet d'un complot. D'un complot. Il vient de très loin. Et qui est très lourd pour le Mali. Le général Amadou Toumani Touré, à un moment de son pouvoir, parce que, comme je vous l'ai dit, les députés ont été les premiers à aller en mission face à ces gens qui sont venus de la Libye. Notre délégation parlementaire a fait 15 jours dans les grottes avec eux, essayant de les sensibiliser à déposer les armes, venir dans le pays, et dans leurs revendications, une partie de leurs revendications a été prise en charge dans la révision constitutionnelle. Donc le président Amadou Toumani Touré a créé de toutes pièces 2 nouvelles régions et 19 cercles. Et mieux, le prorata qui fait quand même d'un député au sud, c'est pas la même chose qu'au nord. Parce que moi, mon cercle, Bougouni, le cercle de Bougouni est plus peuplé que les 3 régions du nord. Mais Bougouni n'a que 4 députés. Les 3 régions du nord réunies font 19 députés. Donc vous voyez déjà, il a essayé de solutionner politiquement la question. Mais cela ne sous-entend pas que l'armée ne devait pas être dotée de matériel. Mais le matériel, ça ne fait pas vraiment le truc. Sinon bien, prenons un exemple, entre l'Israël et les pays arabes. Cela doit vous édifier. Un soldat bien formé ou une armée qui a beaucoup d'armes, il y a une très grande différence. Le soldat qui est mieux formé parvient toujours à battre quand même l'armée qui est plus armée.
Moi, j'ai une autre lecture sur la question que le monsieur vient de poser. Moi, je pense que, d'abord, ce qu'il a dit, même pour moi, en tant que Malien de l'extérieur, je ne suis pas au Mali à avoir tous les détails comme le député, mais en tant que Malien de l'extérieur, quand je regarde, par exemple, ce qui se passe aujourd'hui, il y a deux choses qui sont claires pour moi. D'abord, est-ce que le coup d'État était la solution à la rébellion? La réponse pour moi, c'est devenu non. Pourquoi? Parce que si les gens se plaignaient pour dire qu'Attité ne les donne pas les armements, maintenant que eux, ils ont fait le coup d'État le 22, au moment où ils ont fait le coup d'État le 22, il y avait seulement que des villes auxquelles ces gens avaient la possibilité de rouler sans inquiétude. Et ces deux villes-là, c'était des sceptres. Par exemple, Ansongo et Tchassali. Tessalit. Mais de 22 au 30, il y a Kidal qui est tombé. Un jour après, Gao tombe. Un jour après, Tombouctou tombe. Je me pose la question. Simple. Si l'armée, ceux qui ont fait le coup d'État, ils sont militaires comme Attité. Attité est militaire, il est général de l'armée. Ceux-là, ils sont militaires. Puisqu'ils ont fait le coup d'État pour dire que leurs chefs, les généraux ne voulaient pas les libérer pour se battre contre les gens. Maintenant qu'eux, ils sont dans les affaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? En une semaine, ils ont perdu toutes les régions dont les gens revendiquent. Au moment où Attité a fait 10 ans je ne dis pas qu'Attité a fait bien toutes ces choses. Hein. Moi, personnellement, je n'ai jamais collaboré avec son gouvernement. Jamais participé avec son gouvernement. Mais ce qui est sûr, quand on regarde le résultat de 10 ans, et la rébellion a commencé vraiment, après toutes les négociations et autres, la rébellion formellement a commencé le 17 janvier. Donc quand tu regardes le 17 janvier au 22 mars, il y avait seulement que 2 petits cercles qui étaient pris. Et si vous remarquez très bien, le moment que ceux-là ils ont fait le coup d'État, il y avait une délégation internationale africaine qui était au Mali pour discuter de ce problème du Nord. Ça veut dire que Attité avait compris que le Mali en elle seule, peut-être n'avait pas la solution. Il fallait maintenant créer une coalition internationale. Donc, le coup d'État a bloqué les ministres là-bas. Est-ce que, M. Niabélé, est-ce que le coup d'État qui est survenu au Mali n'est pas en fait une suite logique de la tradition que nous connaissons tous, parce que nous savons par exemple que depuis les années 50 jusqu'en 2012, il y a eu de Modibo Keïta jusqu'à Moussa Traoré, il y a eu de Moussa Traoré jusqu'à Alpha Komaré, il y a eu de Alpha jusqu'à Attité, et chacun de ces présidents a connu quand même des mouvements. Est-ce que ce n'est pas une suite logique de cette tradition? Non, ça ne peut pas être une suite logique, parce que une suite logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est normal à ce que le coup d'État est. Non, malheureusement, en tant qu'Africain, malheureusement, attendez que j'intervienne sur ce point, parce que... Est-ce que ça fait un peu ce que nous Africains, sinon, il n'y aurait pas de coup d'État en Afrique? Vous savez que le coup d'État est intervenu à 6 semaines de la fin du mandat du président. Ce qui est dommage. Et le président a dit ça veut dire que le président tirait pas. Non, ils ont fait le coup d'État, et ils ont peur. Comme je vous l'ai dit, le jeune capitaine qui est à la tête des Pichus aujourd'hui, peut-être qu'il n'a pas une porte de sortie. Parce qu'il s'est fait mal entourer. Il s'est fait entourer avec des gens qui ne respectent pas le Mali et les Maliens. Pour la simple raison que, ils ont fait une constitution en 70 articles. Le Mali doit être respecté. Excellence, à quel prix, je viens à vous, M. Nabel, à quel prix aujourd'hui ces militaires doivent se faire pardonner d'abord par leurs frères et sœurs africains? Moi j'aime bien dire africains, j'aime pas dire maliens. Oui. Par leurs frères et sœurs africains et ensuite par la communauté internationale. Non, ils ont une porte de sortie. Et la communauté africaine, la communauté de la CEDEAO est une communauté très puissante et forte en Afrique de l'Ouest. Fort heureusement. Et l'Assemblée nationale est en place. S'ils veulent une porte de sortie, la dernière porte de sortie qui les reste maintenant, c'est que l'Assemblée nationale introduit un projet de proposition de loi, concernant l'amnistie pour ces putschistes. C'est la seule porte qui reste ouverte maintenant à eux. Sinon, la diversion qu'ils sont en train de faire, en essayant d'organiser des conventions, il y a déjà une constitution, il y a eu la conférence nationale, qui a élaboré des textes qui sont là.
même en 50 ans, 100 ans après, ça peut servir le Mali. Et ils ne peuvent rien ajouter. J'invite le capitaine et sa troupe de rentrer dans le camp en demandant l'amnistie à l'Assemblée nationale. Et je sais que l'Assemblée nationale, ils sont des fils du pays. On peut les accorder. Mais le pouvoir ne les appartient pas. Monsieur Nambélé, moi la question, je voudrais vous poser une question. Je sais que vous voulez intervenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais la question que je voudrais vous poser, qu'est-ce qui est plus préoccupant aujourd'hui au Mali? Est-ce certainement définir et déterminer, je dirais, les erreurs du président ATT pour essayer de les corriger? Ou bien est-ce, je dirais, certainement éradiquer ces groupuscules terroristes qui viennent du Nord et qui voudraient d'un côté faire du Mali un État islamique ou imposer la charia? Qu'est-ce qui est plus préoccupant aujourd'hui? Moi, je pense que le plus important et le plus préoccupant aujourd'hui au Mali, les évaluations du pouvoir des ATT peuvent attendre. Mais le plus important, je pense que c'est le respect de l'ordre constitutionnel. Ça, c'est le plus important. Parce que c'est la seule condition qui permettra aujourd'hui au Mali de s'en sortir, même avec les groupes islamiques que vous avez. Parce que je vous dis ceci, si la constitution n'est pas respectée, Capitaine Sanogo et tous les gens qui l'entourent, et tous les gens qui le supportent, et je dis ça haut et fort, pour tout Malien qui aime le Mali, Capitaine Sanogo et tous les gens qui le supportent et tous les gens qui l'entourent ne pourront pas aujourd'hui libérer le nord du Mali sans l'aide internationale. Et cette aide internationale est basée aujourd'hui uniquement sur le respect de l'ordre constitutionnel. Donc moi je pense que le plus important et le plus sérieux pour tout Malien, quel qu'en soit le bord où il se trouve, que ce soit du côté de Sanogo, que ce soit du côté de ATT ou que ce soit du côté de nos hommes politiques, je pense que le plus important c'est le respect de l'ordre constitutionnel. Maintenant, le député, mon cher député venait de dire quelque chose, mon frère, il est moi mon député parce que je suis de Bougouni. Donc, il venait d'ouvrir aussi une porte auquel, en tant que Malien, je pense que dans les négociations, ça peut se faire. Mais ce qui ne peut pas être négocié, c'est-à-dire, c'est la Constitution, c'est-à-dire, c'est l'ordre constitutionnel. Donc, je pense que ça doit être clair dans la tête de tous les Maliens. Que l'ordre constitutionnel doit d'abord venir pour nous permettre de partir. Parce que j'ai dit ceci à beaucoup de temps. Si nous, on peut régler ce problème-là au Mali aujourd'hui, je pense que ce problème serait résolu bien même avant le coup d'État. Or, Sanogo, quand il est venu pour dire que lui, puisque ATT ne les donne pas, et qu'ils sont venus faire beaucoup de tapas pour dire qu'ils vont ils vont régler le problème du Nord, je pense qu'aujourd'hui, ça allait trouver que tout le monde était en train de les applaudir. Mais maintenant, tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde est en train de souffrir. Ce n'est plus le Nord qui souffre maintenant. À Bamako, partout au Mali. Par exemple, nous sommes à l'extérieur du Mali. Et tout le monde sait que le Mali, les Maliens de l'extérieur, l'argent qu'ils envoient au Mali, c'est plus que tout l'argent où le Mali, réuni ensemble, que le Mali a venu de tous les aides avec tous les autres États du monde. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, si ces Maliens de l'extérieur, l'argent que nous envoyons, si les banques ne peuvent pas donner ça à nos parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce problème de coup d'État détruit encore l'économie complète du Mali, détruit tous les circuits sociaux. Donc, ce n'est pas le Nord seulement où il y aura des morts, mais il y aura des morts partout parce que les hôpitaux vont manquer de médicaments, les gens vont manquer de nourriture, les gens vont souffrir de malnutrition, les enfants vont souffrir de malnutrition. Donc je demanderais vraiment, et la plupart des gens, même ceux qui le supportent, ils disent « Oh, c'est inhumain, la CEDEAO a fait inhumain, ça va tomber sur les pauvres. » Mais si ces pauvres-là, si c'est à cause de ces pauvres-là que ça nous a pris le pouvoir, si c'est à cause de ces pauvres Maliens qu'il a pris le pouvoir, maintenant qu'il sache qu'il est temps pour lui vraiment de sauver ces pauvres-là. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà, monsieur, merci bien, monsieur Nabel. Excellence. Oui.
le responsable des Touaregs, je le lisais ce soir, comme vous êtes là, je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui. Dans le temps, il paraît que son père avait été tué, donc il a été obligé de s'enfuir pour aller en Libye. Alors il revient aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas pour venger son père? De grâce. C'est-à-dire que c'est l'être humain. Ce petit Assarid, je le connais. Je l'ai connu, il ne connaît même pas l'histoire du Mali, il n'est même pas malien. Je peux me le permettre de le dire. Parce que s'il connaît l'histoire du Malien, il sait les limites géographiques du canton de l'Azawad dans l'Askia, dans l'Empire Songwe. Mais il me fait pitié parce que j'ai entendu ces déclarations aujourd'hui. Lui, il ne peut pas. J'en veux. Et j'en veux à la France. Parce qu'il ne peut pas faire une telle déclaration étant sur le territoire français, d'autant plus que c'est la France qui a accordé l'indépendance du Mali avec ses limites territoriales. Là, nous ne sommes plus. Si aujourd'hui l'Empire du Mali revendiquait ses anciennes limites de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Pacifique, mais ma foi, est-ce que cela est fait pour se développer? Non. Le vrai but, c'est que même aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, là où nous en sommes dans le désert malien, tous ceux qui sont là combattre le Mali ne sont pas des Maliens. J'ai servi au nord. Je sais qu'un Tamashek peut avoir 4 ou 5 pièces d'identité. Donc, il ne peut pas se prévaloir d'un seul pays. Il y a ce problème. On sait au jour d'aujourd'hui que c'est une action commune qui peut quand même mettre en dehors cette fameuse islamisation de nos villes. Nous sommes des musulmans. Nous sommes plus musulmans que eux. Quand vous descendez au sud du Mali, il n'y a plus de mosquées qu'au nord. Quand vous descendez au sud du Mali, il n'y a plus de musulmans qu'au nord. Ce n'est pas à eux de nous dicter l'islam. Non. On a des gens qui sont agrégés en histoire géo-islamique. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Son père est mort. Comment son père est mort? Quand vous partez à l'encontre de la loi du pays, vous êtes condamnable, vous devez être condamné. Et c'est tout. De toute façon, je vous dis aujourd'hui, c'est une récréation. Le Mali, il n'y a jamais eu de problème de sectarisme, de régionalisme, non plus de communauté. Excellence, je m'excuse de vous interrompre. Oui. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un problème de racisme au Mali avec, je dirais, ces Arabes blancs, les Tamasek, les Nobades et le peuple noir? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de cette division raciale au Mali qui cause aussi, qui est peut-être une ouverture? Mais je vous avoue, sans vous interrompre, qu'il n'y a jamais eu ce problème. C'est ça maintenant que ça va naître. Et pourquoi? Moi-même, je suis du Grand Sud. Mais moi, je suis marié au Nord. Ma femme est nordiste. Donc c'est pour vous dire que dans le pays, le brassage a fait que le Malien se reconnaît partout. Chez moi, au Grand Sud, vous avez des Tamasheks qui font le commerce. Vous avez les Dougons qui cultivent la terre. Parce que le Mali est un et indivisible. On peut négocier sur tout au Mali, sauf l'intégrité territoriale. Quel est le pouvoir aujourd'hui de Ben Maliko au Mali? Pardon? Quel est le pouvoir, quel est le poids politique de M. Maliko? De Maliko? Maliko, je vous avoue que... Parce qu'il soutient fermement les militaires putschistes. C'est une personne auquel je ne veux pas parler, parce que j'ai horreur d'être prostitué. Parce qu'il dit sans état d'âme, il serait prêt à prendre la place dans un gouvernement de rébellion. Ça fait honte. C'est une honte pour le Mali. C'est une honte pour les hommes politiques maliens. Donc il est le seul aujourd'hui qui supporte... il n'est pas le seul. On a vu, il paraît qu'il y a eu le plus grand constitutionnaliste du monde qui se trouve aujourd'hui au Mali, qui a pu faire la constitution du Mali en 70 articles. En 70 articles. Mais bravo pour ce grand constitutionnaliste. Et en combien de temps? Et en moins de 24 heures. Mon Dieu. Bravo. Wow, ça c'est un voilà, il est à féliciter.
il est à féliciter. Mais il y a d'autres qui savent que sur le raccourci aujourd'hui pour être ministre ou bien quelqu'un au Mali. Nous, en tant que démocrates convaincus, on n'est pas d'accord avec un coup d'État. Un coup d'État ramène toujours un pays en arrière. Ça ne fait jamais faire. Ouais, 20, 25 ans, 50 ans en arrière des fois. Et surtout, à la fin du mandat du président ATT. Mais pendant ces 10 ans, où étaient ces jeunes capitaines? Où il était? Il n'a pas su en ce moment que c'était mal géré pour agir avant, jusqu'à la fin du mandat de ATT. J'ai dit que non. Il faut qu'il respecte le Mali. Il est grand temps qu'on apprend à respecter ce pays-là. Et moi, je pense que quelque chose de malheur est bon. On connaîtra maintenant qui vit dans le pays. Mais moi, je voudrais... Oui, allez-y, monsieur Nabélé. Allez-y aujourd'hui. Allez-y, bien sûr. Allez-y. Allez-y, donnez-nous votre vision de la chose. Oui, allez-y. Donnez-nous votre lecture de la chose. Parce que moi, d'abord, je ne suis pas un homme politique au Mali. Je ne suis pas un élu au Mali. Je ne suis pas dans le gouvernement. Vous êtes citoyen malien, donc c'est votre droit de faire votre lecture de la chose. Quand je vois que Marco a été député au Mali, quand je vois que Marco a participé à la mise en place ou participé à la construction de 92, et aujourd'hui, qui vient pour dire qu'il soutient le coup d'État, moi j'ai dit à Marco, sans état d'âme, moi je n'ai pas d'état d'âme pour Marco, parce que quels que soient les hommes politiques qui sont au Mali, moi je suis à l'extérieur du Mali, mais j'aime mon pays. J'ai dit à Marco, écoute, il faut cesser de se prostituer. Parce que sa prostitution ne sauvera rien. D'abord, il ne va rien gagner dedans. Parce que ce qui est sûr et certain, que Marco sache, Amadou Sanogo ne gouvernera pas le Mali. Parce qu'il ne peut pas gouverner le Mali contre toutes les organisations internationales. Ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment donné, je sais qu'Amadou Sanogo, c'était un militaire, il a quand même le sens du devoir. Il a le sens vraiment du patriotisme. À un moment donné, quand il va voir ce bas peuple à mourir, ce bas peuple à souffrir, je pense qu'il va cesser en ce moment d'écouter les gens qui le poussent à faire des choses que lui-même, ça ne dépend pas de lui. Parce que je suis convaincu que si Amadou, je veux qu'Amadou va s'asseoir pour penser à sa propre famille, et penser à lui-même, et penser à ceux qui lui disent la vérité, et à ceux qui ne veulent pas lui dire la vérité. Monsieur Dembélé, est-ce que vous pensez à une éventuelle division du Mali, comme ça se fait au Soudan, le Mali Nord, le Mali Sud, parce que je pense que nos frères du Nord revendiquent la partie du Nord, Tombouctou, Gao, Gadir. Est-ce qu'ils pourraient utiliser... Bon, je vais vous arrêter tout de suite là. Je vais répondre à la question. Parce que quand vous dites que nos frères du Nord, ce n'est pas nos frères du Nord qui revendiquent la division. Non. Je crois que ici, même parmi les Touaregs, tous les Touaregs ne sont pas dans Très bien, c'est vrai. Ok? Donc moi je voudrais que les gens font vraiment très attention à ça. Le Nord aujourd'hui, les gens qui vivent au Nord, ce n'est pas seulement des gens qui sont Touaregs ou Arabes ou Songoï. Il y a des Bambara qui sont... Mais c'est un groupe qui impose sa volonté aux autres. Je dis bien qu'au Nord, il y a des Bambara... Ça, c'est plus la démocratie, parce que la démocratie veut bien l'effet majoritaire. S'il y a l'effet majoritaire, ils n'ont qu'à mettre, si vous voulez, un instant s'il vous plaît, si vous voulez une telle revendication, ils pouvaient introduire une requête au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Et on met quand même un référendum. Ces régions-ci veulent vraiment aller pour une indépendance ou pas. C'est tellement clair qu'ils détruisent tout le pays au nom de qui et pour qui. C'est là le problème. Parce que, comme il vient de le dire mon frère Niambélé, ce n'est pas tous les Tamashek ou tous les Arabes du Nord qui sont dans cette rébellion. Non. Non. Il y a d'autres qui sont contre. Et ces gens-là. Et mieux, ils représentent que 7,34% de la population du Mali. Ils ne peuvent pas revendiquer une revendication territoriale en ce sens-là. Non. C'est stupide. Je vous avoue que la chose est mal tombée. Et quand on va se ressaisir, soyez sûrs et certains, on fait confiance à la CEDEAO. Nous avons un président de la CEDEAO aujourd'hui,
un homme de principe, un homme de parole. Et je sais que avec Alassane Dramane Ouattara à la tête de la CEDEAO, nous allons bouder tous ces gens-là en dehors du territoire malien. Je fais confiance à la CEDEAO. Monsieur Nambélé, je voudrais bien m'excuser. La direction me fait dire que nous sommes au terme de notre émission. C'est intéressant. Excellence, vous êtes ici pour combien de temps? Je suis là pour un mois. Ok. Monsieur Nambélé, au nom de la direction d'Ivoire TV, on prendra contact avec vous parce qu'on sera très ravis de recevoir encore une fois de plus son Excellence ici pour certainement discuter de l'évolution des choses au Mali. Excellence, vous permettez? Je suis à votre disposition. Merci bien, Excellence. Et à la disposition de toute l'Afrique. Merci bien, Excellence. Et je tiens, à partir de votre micro, à remercier quand même toute la diaspora africaine à New York et aux États-Unis. Excellence, je voudrais vous arrêter là. Vous aurez votre dernier mot tout à l'heure. C'est vous qui allez clore, cette émission. Merci. Monsieur Nambélé, en une minute, quel est votre dernier mot? D'abord, je voudrais vous remercier, Ivoire TV. Je voudrais remercier Ivoire TV. Et je voudrais remercier nos frères et sœurs africains et toutes les organisations internationales qui sont venues nous soutenir hier à notre marche pour montrer combien de fois ce problème n'était pas seulement un problème malien. Et donc, je voudrais aussi remercier les présidents de la communauté ouest-africaine, CEDEAO. Et comme mon excellence venait de dire, je voudrais dire au président Alassane Ouattara que nous comptons sur lui et que le peuple malien, le bas peuple malien, et que nous autres qui ne participons pas à aucune forme de politique dans notre pays, mais que nous sommes citoyens, que nous comptons sur eux pour que notre pays retrouve toute sa souveraineté territoriale. Et que l'Afrique de l'Ouest, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, que les militaires sachent qu'il n'y a plus de coup d'État la forme de prendre le pouvoir. Je voudrais vous remercier et remercier toute la communauté malienne et toute la communauté africaine. Merci Monsieur Niambélé, ce n'est pas la dernière fois, on va se retrouver très bientôt. Excellence, au nom de la direction de notre chaîne de télé, Ivoire TV, je voudrais infiniment vous dire merci. Comme je le disais en introduction, c'est seulement ce matin qu'on vous a contacté, mais devoir politique, devoir professionnel oblige, voilà, pour éclairer notre lanterne sur ce qui se passe au Mali. Vous avez accepté notre invitation malgré votre état de santé, je dirais très critique, parce que vous étiez pratiquement à l'idée quand on vous a contacté. Vous avez fait mains et pieds pour venir chez nous, dans notre studio. Merci infiniment au nom de la direction. Voilà, le dernier mot vous revient, Excellence. Je tiens à vous remercier, à remercier toute la communauté africaine, la diaspora. Vraiment, ce qui me plaît, c'est que j'ai vu hier aux Nations Unies qu'il y avait nos frères de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Niger, de la Mauritanie, presque même du Congo, qui sont venus nous appuyer. Je tiens à dire un grand merci au nom du Parlement malien, au nom de l'Assemblée nationale du Mali. Vous savez, ce qui est aujourd'hui sur le Mali, ça préoccupe tous les Africains. J'adresse un mot au capitaine Amadou Sanogo. Je suis à la verticale, je lui demande, mon capitaine, veuillez laisser la place, parce que vous avez une porte de sortie qui est le capitaine Blaise Compaoré. On vous accorde l'amnistie, à vous et à votre équipe, pour que le Mali puisse avoir la paix. Ayez pitié du Mali. Je dirais aux courtisans, aux prostituées politiques qui n'ont pas leur place au Mali. Le Mali est un pays respectueux, respectable, et que le Mali tient à tous ses fils. Je tiens à remercier la communauté internationale, la CEDEAO, son président, l'ensemble des chefs d'État qui ont eu à prendre ces décisions courageuses. Et je dirais aux Maliens de prendre leur mal en patience. Ces sanctions n'est pas contre les Maliens, c'est pour une unité. C'est pour que la paix triomphe dans le pays, que la démocratie nous fait avancer, non les armes. Je tiens à remercier tous ceux qui nous entourent,
tous ceux qui nous écoutent et leur vraiment dire merci pour leur patience. Merci une fois de plus. Voilà, chers amis, je dirais quelle conclusion assez émouvante de son Excellence, Monsieur le député. Sachez tout simplement ce soir que je recevais sur le plateau des grandes interviews Monsieur son Excellence, je dirais son Excellence Moussa Diakité. Moussa Diakité qui est député à l'Assemblée nationale du Mali. Il est l'élu à Bougouni et je recevais aussi Monsieur Bourema Niambélé. Voilà, qui est avec nous ici à New York, qui travaille au niveau de la coordination africaine ici. Il est conseiller coordinateur au niveau du président d'une des communes de New York. Voilà, ils sont venus nous rendre visite et nous avons discuté du cas du Mali. Et puis, son Excellence vous a fait la promesse. Il est là, il est encore avec moi ce soir. Il vous a fait la promesse de revenir sur notre plateau avant qu'il ne retourne au Mali. Nous avons fait mains et pieds pour l'avoir encore une fois de plus ici. Et nous allons discuter du cas du Mali qui nous préoccupe tous en tant qu'Africains. Bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kwasi et on prend rendez-vous pour le mercredi prochain. Bonsoir. Excellence. Merci. La souveraineté du Mali. Nous sommes les Maliens. Si les Maliens ont un problème, on doit tous sortir vraiment pour devant vraiment les Mali. On n'est pas content vraiment du tout de ce qui s'est passé au Mali. Bien vrai qu'on est aux États-Unis ici, mais tout ce qui s'est passé au Mali, on est au courant de tout. Je suis Honorable Moussa Diakité, député élu à l'Assemblée nationale, élu dans la circonscription électorale de Bougouni au Mali. Je suis aujourd'hui à New York suite à ma blessure que j'ai reçue de par les militaires à la bourse du travail de Bamako le jeudi dernier. Donc je suis venu pour des soins. Et dès que j'ai appris qu'il y a eu une marche pour l'unicité du pays, je me suis joint à eux pour exprimer ma voix et celle de tout le peuple malien et de tous les partis politiques et puis de paix et de justice. C'est dans ce cadre que je suis là. Au Mali, je pense que le Mali n'a pas besoin de cette guerre. Cette guerre a été commanditée de l'extérieur et nous n'avons pas aujourd'hui des rebelles au Mali. Nous avons aujourd'hui ce qu'on a appelé les narcotrafiquants et les dinosaures. Et on souhaiterait bien aux Nations Unies, comme nous nous trouvons en face des Nations Unies, à ce que Al-Qaïda, le MNLA, la sardine soient mis sur la liste des terroristes de grand chemin. Et je vous remercie. Qu'est-ce qu'il peut?